Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Dans cette première partie d'émission, nous parlons de politique, mais aussi de justice. Il s'agit bien sûr de l'UFR, dont j'ai comme premier invité honorable Saïkou Yaya Bari, qui est donc secrétaire exécutif de l'UFR. Avec lui, nous faisons un peu un tour d'horizon de l'actualité politique, mais aussi de la vie de l'UFR. Honorable, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci surtout de la disponibilité. C'est un plaisir d'être chez vous. Voilà. Et je rappelle que dans la deuxième partie, nous parlerons de télécommunications, plus précisément de la fibre optique. Ce projet qui a été lancé il y a plusieurs années, et bien, dont les retombées devraient permettre aux Guinéens de mieux travailler, facilement travailler avec Internet. Et bien entendu, en ce qui concerne l'administration, que ce soit le privé ou le public, les services seraient encore plus rapides. Et qu'en est-il de l'établissement de cette fibre optique dans notre pays? À date, nous décidons donc de donner la parole là-dessus à M. Mami Diaby. Il est le directeur général adjoint de la SOGEB, la Société de gestion et d'exploitation du backbone national, qui sera le deuxième invité dans la deuxième partie de cette émission. En restant donc avec le premier invité déjà, avec Honorable Saïkou, disons, premier sujet, première question. Vous avez un de vos militants, pas des moindres, c'est le responsable de la communication digitale, Fodé Baldé, qui est devant la justice depuis un certain temps, pour avoir donc écrit une opinion qu'il a fait publier sur Mosaïque Guinée, titrée Alpha Condé à la tête de la CEDEAO, au revoir à la démocratie. Comment vous gérez aujourd'hui ce dossier judiciaire au sein de l'UFR? Écoutez, nous suivons la justice et nous estimons que c'est une affaire qui devait se régler le plus facilement que possible. Mais c'est la troisième fois que nous nous rendons à la justice. Et on nous renvoie à tout moment. Nous avons nos avocats qui sont assidus, qui travaillent sur le dossier, nous-mêmes présents. Je pense qu'aujourd'hui, Alpha Condé et son système sont en train de chercher comment légaliser la dictature dans notre pays. En passant par la justice, à tout point de vue, inviter à arrêter des journalistes, arrêter des hommes politiques par leur opinion. Sinon, la Constitution garantit cela, la liberté d'opinion, la liberté d'appartenir à une religion, la liberté de se constituer en parti politique. Et tout cela est permis dans notre pays par la Constitution. Donc, si l'opinion que M. Fodé Baldé a donnée fait mal à Alpha Condé aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, dans son pays, la démocratie ne va pas très bien. Si vous vous souvenez, il nous a fallu 2 ans et demi après son élection pour organiser les élections législatives en Guinée, alors qu'il était prévu 6 mois. Il nous a fallu 8 ans et quelques mois pour organiser les élections communales. Impossible, difficilement on a pu finir cela. Je vous rappelle que jusqu'à présent, il y a des maires qui ne sont pas encore installés. C'est le cas du maire de Hermakonon. Et faire cela et avoir une année de gestion de la démocratie, la bonne gouvernance en Afrique, parce que l'alternance fait partie du programme de la sous-région. Alpha Condé à la tête de la CEDEAO, mais c'est une catastrophe qu'on vivra en Afrique. Donc vous êtes d'accord avec ce jeune homme de votre parti qui a écrit moi je dis c'est la catastrophe. Ça sera la catastrophe en Afrique de l'Ouest, parce que c'est la dictature qui va s'installer et se déteindre. Le chef se déteint sur l'ensemble des populations. C'est l'orientation que le chef donne dans un pays qui permet au pays d'évoluer ou de ne pas évoluer. Et la Guinée, aujourd'hui, en matière de démocratie, on n'évolue pas du tout. Vous pensez que... On a même reculé par rapport à Lansana Conté. Est-ce que vous pensez que le cas Fodé Baldé, c'est un acharnement contre l'UFR? Un acharnement parce que nous sommes... politique? Non, parce que nous sommes au devant de la scène contre ce projet machiavélique qu'Alpha Condé veut prôner, le changement de la Constitution. Il ne le dit pas, hein, mais ces valets, ces sous-fifs sont en train de faire des va-et-vient à l'intérieur du pays. Et vous avez vu la note que le ministre des Affaires étrangères a sortie. Il y a eu fuite au niveau des ambassades,
Mais qu'est-ce qu'un ambassadeur a sensibilisé un pays pour les bonnes raisons qui le poussent à changer une constitution d'un pays? C'est même méconnaître le rôle qu'un ambassadeur doit avoir dans un État. Donc, derrière ce cas Fodé Baldé, vous y voyez la main d'Alpha Condé pour toucher Sidi Touré, oui, mais les avocats de la partie civile ont dit, ils sont commis par Alpha Condé à la barre. Bien. Les avocats de la partie civile. Donc derrière c'est Alpha Condé contre Fodé Baldé et Ismaël Bangoura. Mohamed Bangoura. Donc derrière c'est pour secouer Sidi Touré en réalité. Ça ne marchera pas. Nous on n'a pas... Écoutez, nous sommes dans une lutte pour l'intérêt de la Guinée. Nous pensons que nous sommes dans la bonne voie. Et nous nous disons que rien ne peut nous dévier de cette voie. Il y aura des intimidations, il y aura des volontés même de museler, mais ça ne marchera pas parce que nous sommes suffisamment aguerris. Il y a 20 ans, nous faisons la politique ici, moi d'ailleurs plus. Donc je dis que personne ne peut m'effrayer dans le combat que je dois mener. Bien. Je mène mon combat. Et en parlant toujours de l'UFR, la vie de l'UFR, de votre parti aujourd'hui, qui a des réalités à l'interne, on va dire un peu chaudes. Par exemple, le dossier Baïdi Haribo, aujourd'hui, est-ce qu'on le conjugue au passé au sein de l'UFR, comme on conjugue au passé Baouri à l'UFDG par exemple? Est-ce que ou sinon Baïdi a des gars au parti qui continuent à le réclamer, comme on le voyait récemment lors des assemblées qui demandaient Baïdi, et même certains cadres qui demandent à ce que on ne le rejette pas aussitôt? Écoutez, nous sommes dans un parti politique où personne n'est payé pour appartenir à la structure. Et tu vas quand tu veux, tu restes quand tu veux. Et nous avons la chance d'être un parti politique libéral, très libéral dans ce cas de figure. Ce qui est clair aujourd'hui, on ne se concentre pas sur des individus dans la lutte que nous menons. Nous nous concentrons sur l'objectif que nous nous sommes fixés en tant que UFR. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire en sorte que Sidi Touré arrive comme président en 2020. Bien. Ça, c'est l'objectif principal. L'objectif secondaire, c'est d'empêcher Alpha Condé, avec son projet machiavélique, de changer cette constitution. Un autre objectif secondaire, c'est de faire en sorte que les élections législatives soient des élections propres à travers la CENI. Donc sur les individus, les surchauffements, les tendances ou les sentiments, on ne gère pas ça dans notre parti. Nous gérons la raison, nous gérons l'évolution du parti. Et aujourd'hui, le parti a un secrétaire exécutif, le parti a des vice-présidents, le parti a un président du parti. Nous avons une orientation. Ceux qui sont dans cette orientation se battent à l'interne. Ceux qui ne sont pas là sont conjugués au passé. Non, Baïdi Haribo, c'est le passé désormais à l'UFR. Non, je ne dirais pas ainsi. Je dis bien que les va-et-vient, chacun est libre de choisir son camp. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas les individus qui nous intéressent. On comprend, mais Baïdi n'est pas n'importe quel individu. Est-ce que ça veut dire que Baïdi peut revenir, va revenir, il y a un congé? Vous pouvez dire qu'il n'y a aucun homme indispensable dans un parti politique. Le parti, c'est un tout. Bien. Et nous évoluons, et nous pensons évoluer très bien depuis que nous sommes dans notre fonction aujourd'hui en tant que secrétaire. Mais est-ce que je veux savoir, honorable, est-ce que Baïdi, on ne veut plus le sentir à l'UFR? Non, pas du tout. Comme l'UFDG ne veut plus sentir Baouri à l'UFDG aujourd'hui. Nous ne sommes pas de ce genre. Nous ne sommes pas des gens, des revanchards. Mais il y a des choix à faire. Aujourd'hui, nous avons une ligne de conduite. C'est ceux qui sont dans cette ligne de conduite combattent ensemble. Bien. Voilà. Alors, en parlant justement de combat, il faut parler du combat mené par le Front National de Défense de la Constitution aujourd'hui face à ce projet dont vous parliez de changement de la Constitution prôné, tenu et défendu par la mouvance présidentielle. D'abord, en parlant de stratégie du FNDC, je veux savoir quel est le rôle de l'UFR dans cette stratégie-là de combat du FNDC dans l'ensemble, votre poids en quelque sorte dans ce combat, et en même temps, comment vous avez trouvé l'interpellation de ces deux membres du Front la dernière fois, à la personne de Sékou Kounoune et de celui-là qu'on appelle Fonike Mangue? Je crois que l'ensemble des observateurs de la Guinée, en Guinée aujourd'hui se rendent compte quel est le poids de l'UFR dans cette lutte
pour la protection de notre constitution, comme prévoit la constitution elle-même. Donc, et dans ce cadre-là, je vous dis, j'entends des farfelus communistes poser des questions à des Fonike Mangue ou qui sont derrière, qui finance ce truc. C'est comme ça l'habitude, l'impérialisme à tout bout de champ, les refrains communistes qui reviennent au temps d'Alpha Condé. Et c'est très grave dans notre pays. Bien. Ce qui est clair aujourd'hui, nous nous sommes constitués en comité d'intérêt social, c'est-à-dire un groupement d'intérêt social qui défend la Constitution. Comme il y a des structures qui s'organisent en groupement d'intérêt économique. Bien. Nous nous sommes constitués pour défendre la Constitution et nous apportons notre stratégie, nous apportons les moyens pour notre combat, nous apportons le matériel pour notre combat et entre nous. Et là, il y a l'UFR, il y a l'UFDG, personne n'ignore notre capacité de mobilisation. Bien. Il y a la PECUD, il y a Ballet Citoyen, il y a Fonike Mangue avec son groupe, il y a des artistes, les Billes de Sam, qui se sont constitués pour défendre la Constitution. Et tout patriote doit se comporter ainsi. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est même c'est trop petit de penser qu'il y a une main noire derrière nous. Parce que quand on les a arrêtés, on leur a demandé d'abord pourquoi ils font faire des t-shirts. Mais les gens, nous le faisons. Ils défendent la Constitution. Ce nombre de t-shirts. Et puis on a parlé du financement de ce mouvement, justement du front. Et puis je dois rappeler aux officiers d'état civil, ou bien comment je veux dire, aux OPJ et aux magistrats. C'est de notre pays qu'il s'agit. C'est à nous de décider si nous voulons construire un bon pays avec la démocratie et la bonne gouvernance, ou si nous voulons instaurer une dictature dans le pays. En voulant instaurer la dictature, je dois rappeler à ces personnes qui ont la décision aujourd'hui de faire changer le cours de l'histoire, je dois les rappeler qu'ils seront victimes de la même dictature qui va s'installer. Ils ignorent aujourd'hui parce qu'ils ont un poids, mais demain, ils seront victimes de cela. Donc, alors, pour nous éviter cela, pour ne pas défendre un seul homme qui est Alpha Condé et laisser 12 millions de Guinéens, nous avons des règles et des principes que nous avons tous acceptés qu'il faut respecter. Au prix de notre vie, au prix de ce que le pouvoir peut nous faire, nous devons pouvoir accepter cela et faire le travail convenablement, comme ça, sans influence. Parce qu'il veut passer par la justice pour légaliser cette dictature-là. Donc l'arrestation de ces deux n'avait aucune explication objective. Sinon que peut-être de vous effrayer, c'est ça? Tenter d'effrayer, mais je vous dis qu'on n'est plus à effrayer parce qu'on ne peut pas nous effrayer. Aujourd'hui, ça a pris la Guinée. C'est-à-dire l'idée du refus de cette volonté de changer une constitution qu'on n'a même pas encore vue, a pris la Guinée et a pris les Guinéens. Pas plus tard qu'avant-hier, il fallait voir ce qui s'est passé à Béla, dans l'un des fiefs avant aujourd'hui, qui était totalement acquis pour RPG. Regardez ce qui se passe à Kankan, regardez ce qui se passe à Sigiri, que je félicite d'ailleurs la prise de conscience que ces gens-là ont eu face à cette situation. Parce que ce que tu n'as pas pu faire pour quelqu'un pendant 9 ans, c'est pas en te donnant encore 5 ans que tu pourras le faire. Tu as eu tout le temps pendant ces 9 ans. Nous avons eu, c'est le lieu de parler de la bauxite en Guinée. On nous parle de 65 millions de tonnes de bauxite exportées. L'un des pays les plus grands exportateurs de bauxite en Guinée. Quelle retombée on a aujourd'hui en République Guinée. Et à la fin de son mandat, il veut vendre Simandou. Et ça aussi, c'est un autre problème qui va retomber sur nous. Parce que quand il vend ça à des multinationales, qui ne font rien, en attendant, les multinationales sont en train de gagner à la bourse de l'argent au dos de notre bauxite. Simandou, non travaillé encore. Ils vont gagner des milliards de dollars parce qu'ils ont tout simplement ça dans leur portefeuille. Vous pensez que c'est ce qu'ils veulent faire mais c'est ce qu'ils en veulent lançant faire. cet appel d'offres? En lançant cet appel d'offres
aujourd'hui, parce que rien ne... Mais on vient de finir un litige avec... S'il te plaît, permets-moi. Le monsieur... Ça a pris combien d'années? Oui, mais on a fini le litige. Prépare-toi. Vous voulez que le mont Simandou reste encore Prépare pour que le nouveau président lance... Oui, je vais dire le pourquoi. Le métal est à son plus bas prix aujourd'hui dans le monde. La bauxite, l'aluminium est aux anges. Nous avons 65 millions de tonnes. Qu'est-ce que ça nous a servi aujourd'hui en Guinée? Pardon. Est-ce qu'on a des hôpitaux? Est-ce qu'on a des écoles? Est-ce qu'on a des autoroutes? Est-ce qu'on a des universités? Vous n'allez pas tout nier en bloc. Non, non, j'ai dit, est-ce qu'on a ça? Non, peut-être à un certain degré. Dis-moi, quelle est la... Est-ce qu'on n'a rien? Est-ce qu'on a quelque chose? Donnez-moi une seule route. Vous pensez qu'on n'a rien? Permets-moi. Non, vous pensez qu'on n'a rien? Permets-moi, à 9 ans. Donnez-moi 10 km qu'Alpha Condé a eu à faire à bitumer. Normalement, 10 km pour lui, hein. Pas des tracés des autres, pas le travail que les autres ont commencé à faire. Donnez-moi 10 km que Alpha Condé a dit cette fois-ci je trace et je fais. À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Donnez-moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a eu 2 fois le poste de première pierre. Mais vous êtes quand même d'accord qu'il a refait des routes, il a réhabilité des routes, il a fait des pistes rurales, et il a fait des ponts. D'abord, je veux dire, il y a le système de la volonté politique est clair. C'est que je crois qu'il n'a ni l'expérience pour gérer un État, pour faire ce travail. C'est ce qui fait qu'il est lui-même la première personne à dénoncer tous les matins les cadres de l'Union, les responsables. Mais je dis bien que l'aluminium devait nous servir à beaucoup d'autres choses à part les routes. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous pensez aujourd'hui, le Simandou, ça n'a qu'à rester pour la Guinée. Et on attend. Le jour où le métal va prendre être prisé à l'international, on peut mieux nous positionner pour vendre ça à des multinationales. Mais aujourd'hui, si on ne vend pas, et pendant 10 ans ça ne produit pas, la multinationale est en train de gagner de l'argent. Si nous voulons récupérer notre bauxite, c'est des procès. Imagine-toi une multinationale qui a 2000 milliards de capital, et un pays comme la Guinée qui n'a que 2 milliards d'euros comme budget. En procès, 1000 milliards de dollars et 2 milliards d'euros comme budget national. Et on s'en est sorti face à l'Israélien quand même. Ça a pris combien de temps? Mais on s'en est quand même sorti. D'accord avec on a nos 2 blocs. Donc c'est une perte inutile d'aller en procès après. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on ira en procès avec le prochain qui va avoir le projet? Pour la simple et bonne raison, tous ceux qui vont prendre aujourd'hui, parce que le métal est à son plus bas, ne peut pas vendre, ne peut pas produire. Ne produira pas, Simandou. Parce que le métal est bas. Attendra. Il va attendre. Mais s'il attend 10 ans, 15 ans, on a un autre chef. Le métal arrive à un niveau et il continue à garder dans le portefeuille sans vendre. Parce qu'en spéculant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous, la Guinée, on va vouloir récupérer nos 2 blocs. Et dans ce cas-là, c'est un panoplie d'avocats qu'eux ils ont et qui payent très cher. Et nous, on est modeste, on n'a pas de moyens. Bien. 1%. On n'a même pas 0,1% du budget qu'eux ils représentent. Alors vous pensez qu'Alpha Condé a quelle intention? Son intention c'est d'avoir quelques billets de dollars. Bien. Quelques billets de dollars pour eux, parce qu'en vendant ils vont donner le ticket d'entrée. Il y a quelques billets de dollars qui va engranger. Mais malheureusement, à la longue, ça ne servira pas les Guinéens, les 12 millions de Guinéens. Bien. Voilà. Et toujours en parlant de l'UFR, le poids de l'UFR dans la stratégie du FNDC, vous réjouissez aujourd'hui que l'UFR est au devant de la scène, et le parti est dynamique, c'est plus que même l'UFDG qu'on voyait tout le temps sur le terrain, chaud, à manifester. Mais alors oui, à un moment, vous étiez à la mouvance. Donc, il y a des observateurs qui pensent que vous avez bien intérêt à être au devant de la scène, à vous bouger plus que les autres, parce que vous devez regagner la confiance de vos militants qui vous avaient quitté quand vous êtes allé à la mouvance, de regagner la confiance de ceux qui étaient dessus quand vous êtes allé à la mouvance. Est-ce que c'est en réalité ce qui motive votre activisme aujourd'hui poussé dans ce combat-là, pour nous faire remarquer? D'abord, non, c'est pas pour nous faire remarquer, c'est sentir la vie du parti est dynamique. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le terrain politique et n'oubliez surtout pas que ce projet est destiné
vers la base politique que nous avons. Il ne faut pas oublier que c'est en basse-côte, en Guinée-Maritime, en grande partie, et en forêt, que Alpha Condé veut convaincre pour pouvoir faire passer le changement de ce projet. Et malheureusement, la réticence est totale au niveau de cette base. C'est vrai, il y a quelques cadres qui tirent profit de ce mandat, qui ne croient même pas en lui. Et ces gens qui sont autour de lui, qui sont en train de faire là, c'est à cause de l'argent. C'est aussi simple que ça. Sinon, ils savent pertinemment que la base politique ne veut pas, la population ne veut pas, à rejeter totalement. Raison pour laquelle nous sommes vus au devant, parce que c'est dans notre milieu que ça se passe le plus grand en grande. Mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est dans votre intérêt de vous bouger, parce que c'est un terrain, une opportunité pour vous de regagner la base que vous auriez perdue? Peut-être oui, peut-être que ça fait partie, mais c'est dans notre intérêt de nous battre contre ce projet machiavélique. Bien. Sinon, on ne doit pas exister. Nous devons faire en sorte que cela ne se passe pas en Guinée. Bien. Parce que le problème, vraiment, ce n'est même pas contre Alpha Condé. Encore moins contre les gens qui sont autour de lui. Nous avons fixé les 2 mandats en tirant les leçons de quelque chose que nous avons vécu dans notre pays. 2001, on a changé la constitution pour Alpha Condé, Lansana Conté. Voici ce que ça nous a donné en 2006. Hein? Vous avez vu en 2007 combien de morts au 1er novembre. Et ce que ça a conduit quand Conté est mort, l'arrivée de Dadis, et combien sont morts au stade du 28 septembre, c'est pour nous éviter ce cas-là que nous avons dit, écoutez, prends 2 mandats et donne la chance à un autre. Parce que sinon aussi, à chaque fois, il faut l'arrivée des militaires pour encore ramener l'État dans les normes. Je dis que c'est pas bien pour nous. Et aujourd'hui, c'est dans l'optique-là qu'il se présente. Il veut mourir au pouvoir. Mais il vous parle de changement de constitution, pas de 3e mandat. C'est la même chose. C'est lié. Et lui-même, il a dit à Dakar, s'il y a changement de constitution, il y a 3e mandat. C'est ce qu'il a dit. Alors oui, on va terminer cette émission en parlant de processus électoral. L'UFR, c'est le parti aussi, selon certains, qui s'acharne contre la CENI et même contre le président de la CENI ces derniers temps, comme quoi il veut mélanger les appels d'offres, il veut donner le marché de révision du fichier électoral à une société innovatrice qui est recommandée par Alpha Condé. Mais au même moment, l'UFR a quand même 2 représentants à la CENI. Il n'y a même pas 6 mois que vous avez fait renouveler cette CENI et vous êtes aujourd'hui en train de leur tirer à boulet rouge dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de désharmonie, de confusion dans vos démarches? Attention, il y a l'institution, il y a les personnes qui sont dans l'institution. Et dans ce cas de figure, tout ce qui doit conduire à des suspicions, il faut les éviter. Quand il y a une institution qui doit faire en sorte qu'il y ait la paix dans le pays, parce qu'il faut qu'il y ait la transparence dans les élections. Et tout ce qu'il doit faire, tu dois opérer en toute transparence. Le problème, c'est quoi? C'est que même certains commissaires ne sont pas au courant de l'évolution d'un certain nombre d'actions au sein de l'institution. Donc nous disons quoi? Qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire il faut ramener les gens à comprendre que ce n'est pas leur personne qui pose. C'est le fait de ne pas faire ce que l'ensemble des Guinéens doit en profiter. Mais pourquoi l'UFR est tant concentré sur innovatrice? Est-ce que vous avez compris peut-être que en termes de dédoublement, en parlant de fichiers, nous avons et de nettoyage de fichiers, que innovatrice a la performance qu'il faut aujourd'hui et qu'elle serait peut-être il suffisait que l'appel d'offres soit lancé en bonne et due forme, que nous soyons au courant. Ça n'a pas été fait? En bonne et due forme, ce que je dis, ça n'a pas été fait, parce que nous, les acteurs majeurs de la société, qui avons participé et commandité l'audit, c'est nous qui avons commandité l'audit. Et l'audit a donné un rapport. Dans ce rapport, c'est nous qui avons validé le rapport. Et à la suite, sur les recommandations, les points de recommandation, nous devons les suivre ensemble. Nous et la CENI, pour favoriser une transparence dans la gestion. Mais le recrutement se fait au niveau de la direction nationale des marchés publics. C'est ce que j'ai dit. Mais il y a un problème, il y a un cahier de charge qui doit être élaboré. Et nous devons connaître
Est-ce que vous voyez, dans les conditions normales? Vous ignorez le contenu du cahier de charge? Totalement. À date. À date, vous comprenez? Et nous apprenons. Ça aussi, c'est pas normal. Je suis bien placé pour le dire en tant que secrétaire exécutif, que je ne sois pas au courant qu'il y a 3 sortes d'opérateurs qui sont recrutés au niveau de la CENI. Il y a comment on appelle ça, un bureau d'ingénierie qui est recruté, il y a un chargé du fichier électoral qui est recruté, il y a un chargé de l'informatique qui est recruté. Ça là, on l'apprend. On n'est pas au bain de la situation. Et la CENI fait le travail là pour qui? Pour les hommes politiques. Il fait le travail pour nous. C'est dommage parce que j'ai été avec lui, le président de la CENI au Ghana. On était ensemble en 2011. Il y avait moi, lui, Aziz, préfet de Kankan, et Saloum Sissé, secrétaire général du RPG. Nous étions au Ghana. Nous avons vu comment les OGE sont gérés dans les pays anglophones et même certains pays francophones. Aujourd'hui, il a la chance d'être président de cette institution. Il sait que rien ne se passera si la transparence n'est pas instaurée entre eux. Il est en train de réduire la confiance que nous avons en lui. Et je souhaiterais qu'il se reprenne pour faire le travail comme ça se doit. Bien. Voilà, pour terminer, en 30 secondes seulement, vos derniers mots à l'endroit des téléspectateurs. C'est là où je dois parler aux téléspectateurs. Faisons attention. Nous avons des pyromanes dans le pays, tel que le cas du député Damaro, qui n'a aucune volonté de faire en sorte qu'il y ait la paix dans ce pays. Je vous appelle, parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui l'intéresse. Et je me dis que nous sommes à l'Assemblée ensemble. Quand il parle de Sidia et que le manque de Sidia de vouloir aller à des élections propres, mais c'est nous qui voulons des élections propres. Nous voulons qu'il y ait la transparence parce que nous voulons la paix pour notre pays. Et cela dit, les personnes de la 25e ère du RPG, j'ai beaucoup de respect pour les gens du RPG, avec lesquels j'ai fait un combat loyal pendant plusieurs années, ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle d'un homme qui est venu comme un cheveu dans la soupe, s'introduire parmi eux et tirer profit au maximum au-dessus d'eux. Ces personnes-là, il faut faire attention avec eux. Et c'est ce que je dois dire en dernier lieu. Et demander aux Guinéens de réfléchir, bien réfléchir, pour ne pas que des gens comme ça nous conduisent à la terreur, nous conduisent vers la déstabilisation de notre pays. Il faut qu'on évite ça dans notre pays. Bien. On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Tout de suite dans la deuxième partie de cette émission pour parler de télécommunications comme annoncé, juste après quelques secondes de pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme je l'ai annoncé, M. Mami Diaby, directeur général adjoint de la SOGEB, Société de gestion et d'exploitation du backbone national, est déjà sur ce plateau. M. Mami, bienvenue. Merci. Bonjour M. Diallo. Et merci pour l'invitation. Là, on parle de télécommunications, mais plus précisément de fibre optique. C'est ce vieux projet, je peux dire comme ça, parce que ça fait plusieurs années qu'on nous a parlé de l'établissement de la fibre optique. On nous a dit que quand ça vient, on aura l'Internet haut débit. Les gens pourront faire tout ce qu'ils veulent en termes de communication rapide. Et on parle de télécommunication, de télémédecine, de e-éducation, ainsi de suite. Mais sauf que on a l'impression que ce projet tarde. Et donc on veut savoir à quel niveau on est. Mais d'abord, la première question de curiosité, c'est quoi le backbone? Merci beaucoup, M. Diallo. Merci pour l'invitation. Alors, le backbone, c'est un mot technique anglais, l'anglicisme d'un mot technique anglais, qui veut simplement dire épine dorsale ou colonne vertébrale des réseaux. Donc, ce que veut faire l'État guinéen, encore une fois, c'est de mettre en place une autoroute de l'information pour qu'il y ait fluidité du trafic. Qu'est-ce qu'on veut faire, M. Diallo? Nous voulons faire la promotion d'une société de l'information. C'est-à-dire que le Guinéen, partout où vous vous trouviez, sur toute l'étendue du territoire national, au fin fond du terroir, donc dans l'arrière-pays, que vous ayez accès à l'Internet. Comme disait son Excellence Monsieur le Président de la République, si l'Internet existe à Conakry, il faut que l'Internet existe au fin fond du terroir, sur toute l'étendue du territoire national. Donc le backbone national à fibre optique de Guinée consiste donc à construire un réseau fédérateur, donc je disais dans l'arrière-pays, sur une distance de 4500 km,
Donc nous allons couvrir toutes les 33 préfectures de la Guinée, les 8 gouvernorats et plus de 48 localités d'importance régionale du pays. Donc, à quelle phase nous sommes aujourd'hui? Parce qu'on sait que le projet a été lancé depuis plusieurs années, 2-3 ans je crois, mais où est-ce qu'on en est maintenant? Non, le projet, nous parlons du déploiement de 4500 km. Le projet a été lancé fin 2015, disons en 2016, n'est-ce pas? Nous sommes en 2019 aujourd'hui. C'est vrai que contractuellement, la durée de déploiement des 4000 km, c'était sur 2 ans. 2 ans. 2 ans, ça c'est le contrat initial. Mais nous avons apporté un avenant à ce contrat qui nous a permis de rajouter 500 km supplémentaires. Donc la distance totale à date est 4500 km. Aujourd'hui, le projet il est déployé à hauteur de 97%. Ce qui veut dire que si nous mettons en service les tronçons qui sont déjà déployés, livrés, donc réceptionnés, nous allons résorber la demande capacitaire de notre pays à plus de 90%. Donc l'année 2019, notre target, enfin notre cible, c'est de lancer cette infrastructure avant la fin de cette année. Donc pour nous, l'année 2019, c'est une année d'espoir. L'année 2019 pour nous, c'est une année charnière dans le développement du numérique dans notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est dans la presse, il y a eu la libération de la licence 4G, donc qui va permettre de décongestionner davantage les réseaux, et avec ce backbone à fibre optique qui permettra le déploiement de cette 4G. C'est-à-dire que la 4G n'aura pas son sens sans la fibre optique. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Absolument, c'est cela. Donc je me demande pourquoi est-ce qu'on a officialisé la 4G alors qu'elle ne peut pas être performante sans l'opérationnalisation de la fibre optique. Non, la 4G est déjà à Conakry parce qu'il y a de la fibre à Conakry. Voilà. Maintenant, pour déployer à l'intérieur du pays, comme je disais, nous voulons faire une promotion d'une société de l'information, c'est un peu de la cohésion sociale. Je veux dire, c'est pas seuls ceux qui sont dans la capitale qui devraient profiter du potentiel ou en tout cas de cet avantage qu'apportent les TIC, n'est-ce pas? Donc en fait, une fois que nous déployons la fibre à l'intérieur du pays, ceci permettra à l'opérateur qui a la licence 4G aujourd'hui de déployer sa 4G à l'intérieur du pays. Bien. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, Conakry est déployé. Vous-même, si vous avez une SIM de cet opérateur, pour ne pas lui faire de la publicité, vous voyez bien que votre mobile s'attache au réseau 4G. D'ailleurs, moi j'ai envie de vous poser une question. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à la 3G? Voilà, en tant que citoyen. Moi, personnellement, je n'ai pas encore fait la transition. D'accord. C'est dommage. C'est dommage. Comme on m'a déjà dit sur la qualité, c'est que les passes ça vont vite avec. Certes, c'est performant, mais ça va vite, quoi. Mais il y a une réponse à cela, M. Diallo. Non, une réponse à cela. Aventuriez-vous. Vous savez pourquoi? Ça, il faut regarder. Vous avez un véhicule qui roule à 100 km par heure. Vous devrez aller à Mamou, n'est-ce pas? Et un autre véhicule qui roule à 200 km par heure pour la même destination. Vous êtes d'accord avec moi que vous n'arriverez pas au même moment? Je suis d'accord. Et un autre exemple, vous avez un robinet, vous devez remplir un seau, parce que ce qu'il ne faut pas oublier à l'esprit, c'est que c'est le volume qu'on nous vend. On nous vend un volume. Donc quand vous ouvrez le robinet, je veux dire à moitié, et vous ouvrez à fond, le débit n'est pas le même. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est vrai que la vitesse de téléchargement avec la 4G est meilleure comparée à la 3G. C'est vrai que si vous téléchargez un film de 1 giga avec la 3G, j'ai dit n'importe quoi, hein, en 30 minutes. Avec la 4G, peut-être que vous le ferez en 10 ou 15 minutes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vu que c'est le volume de 1 giga que vous avez acheté, vous avez l'impression qu'avec la 4G, il s'est évaporé rapidement. C'est normal parce que ça va beaucoup plus vite. En fait, voilà. Donc il faut. Il n'y a pas de perte en réalité. Non, il n'y a pas de perte. Bien. Alors, en parlant toujours de la fibre optique, d'abord, ce qui a fait que ça a un peu duré, donc ça veut dire qu'il y a eu des avenants, c'est cela. Il n'y a pas eu un autre problème dans la pratique sur le terrain parce que ça consiste à creuser de la terre, n'est-ce pas, pour mettre des câbles, ou est-ce que à l'intérieur du pays vous avez une autre façon de disposer les câbles à mettre, à déployer? Et puis l'intérêt que les Guinéens ont attiré justement de l'opéralisation finalement de cette fibre optique qui est tant attendue.
Non, je ne pense pas qu'on ait récusé autant de retard, en fait. Vous savez, c'est la première fois dans notre pays que nous déployons une infrastructure de cette envergure. 4500 km, la Guinée est le premier pays de la sous-région à avoir déployé 4500 km dans la première phase. Le Sénégal a commencé avec 800 km. La Côte d'Ivoire a commencé avec 1400 km. Alors moi, certains me posent la question, mais M. Diaby, pourquoi un tel investissement pour un pays à économie fragile? Moi, je rappelle cette phrase de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il dit qu'il a accordé une interview à vos collègues lors du Forum économique de Davos, où il disait en fait que l'Afrique avait raté les 3 premières révolutions et qu'il ne fallait pas rater la 4e, qui est celle de l'économie numérique. Donc nous sommes dans un monde des TIC, nous sommes dans une économie des TIC, c'est la mondialisation, c'est la globalisation, tous les processus sont interdépendants. Donc il a raison. Donc nous avons déployé, vous savez, le relief de la Guinée, surtout la moyenne Guinée, est très accidenté. Est très accidenté. Vu que le but du projet, c'est de déployer les 33 préfectures, les 8 gouvernorats, les 33 préfectures et plus de 48 localités d'importance régionale du pays, nous avons rencontré certaines difficultés en effet. À un moment, on a été vandalisé, il faut le dire. À l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays. On a été vandalisé et même à Conakry ici, on a été vandalisé. Donc, les gens qui déterraient simplement, les câbles. voilà, ils le faisaient peut-être par ignorance. Parce que moi je me dis, si ces gens se posaient la question en se disant, mais ce qui est en train de se mettre en place, c'est pour tout le peuple de Guinée, c'est pas pour un individu. C'est vrai que nous avons eu ce projet sous l'impulsion du gouvernement guinéen et de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais ce projet, il est là pour la Guinée. Bien. Voilà. Maintenant, l'impact pour la population. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler de l'impact en 30 minutes, en 1 heure de temps, mais je vais mettre quand même l'accent sur 3 éléments importants. C'est l'éducation, c'est la santé. Vous avez parlé de e-éducation. C'est vrai que quand cette infrastructure sera lancée, ceci permettra à nos étudiants qui sont à Zérékoré, à Labé, à Kankan, enfin un peu partout dans le pays, à Boké, à Conakry, etc., de suivre par exemple des cours dans n'importe quelle université dans le monde. Donc moi je pense qu'à terme... Des cours par téléconférence. Par téléconférence. Moi je pense qu'à terme, il y aura de moins en moins d'universités physiques. Nous allons tendre vers le e-learning. Et vous avez des diplômes qui ont le même titre que quelqu'un... Ça pourrait faciliter les cours à distance. Absolument. Qui se font de façon archaïque en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes obligé de mettre un casque ou des écouteurs. Voilà, donc on peut aménager une salle, n'est-ce pas, où il y a des écrans dans un amphithéâtre, où par exemple, nos étudiants suivent les mêmes cours que quelqu'un qui est à la Sorbonne. Prenez e-santé par exemple. Ceci permettra à nos étudiants, des étudiants en médecine, de suivre par exemple une intervention chirurgicale dans n'importe quel hôpital dans le monde. Nos campagnes, la médecine n'est pas aussi développée. On peut permettre à une femme en état de, comment on appelle, de suivre de l'échographie, par exemple, à distance, ne pas lui faire perdre, comme on appelle, prendre un risque pour se déplacer, voilà, des villages vers les villes. Prenez l'agriculture. Je donnais l'exemple, la dernière fois, je dis dans mon village à Dabola, donc à Arfa Moussaya, je suis de Dabola, les gens, ils ne savent même pas combien coûte 1 kilo d'arachide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ne sont pas les premiers à profiter de leur dur labeur. Il y a des intermédiaires qui viennent spéculer. Donc déjà, ils achètent les produits à des prix dérisoires et ils vont aller spéculer sur le marché boursier. Donc ça permettra en fait d'informer nos paysans, qui soient informés des cours de ces produits agricoles, qui soient vraiment, que ce soit eux qui profiteraient comment on appelle, directement. Au ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Monsieur le ministre a mis en place un centre qu'on a appelé GovLab, qui permet à des étudiants guinéens qui ont un génie créateur de venir développer des applications. Je peux vous promettre que il y a des jeunes Guinéens qui ont développé des applications de e-agriculture, par exemple. Sur votre téléphone, vous avez la photo des produits, vous cliquez dessus, il vous donne le prix de tous les produits. Donc voilà ce à quoi nous voulons entendre. Mais vous ne pouvez pas faire cela sans avoir mis en place des infrastructures qu'on aurait dû construire il y a 15 ans.
elles n'ont pas été construites. Moi, je ne vais pas me positionner sous un angle politique, le pourquoi, peut-être que ce n'était pas la priorité de ceux qui sont succédés, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train de mettre en place ces infrastructures-là. Après, nous allons mettre l'accent sur le contenu. Donc, éducation, santé, commerce, tourisme, taxes, douane. Voilà, aujourd'hui, nous avons payé nos taxes via le mobile money. D'après la Direction nationale des impôts, ils n'ont jamais recouvré autant que quand ils sont passés par le numérique. Ouais. Donc voilà la dématérialisation de l'économie, en effet. Exactement. Alors oui, établir la fibre optique sur 4000 km, 4500 maintenant kilomètres, et vous dites que vous êtes à 97%, bientôt on va lancer officiellement le projet. Maintenant, comment est-ce que, dans la phase de commercialisation et d'utilisation, les gens vont se fixer à la fibre? Aujourd'hui même, à Conakry, je ne sais pas si la phase de Conakry n'est pas encore terminée, parce que nous voyons des gens actuellement creuser le long des routes, avec des machines qui creusent. Et ça veut dire que sans doute l'étape de Conakry n'est pas terminée. Et après, comment les gens vont se fixer là-dessus, les entreprises, les individus, en termes de commercialisation de cette fibre optique? D'accord. L'étape de Conakry est terminée depuis 2016. Il y a 2 ans de cela. En fait, ce que vous observez actuellement à Conakry, ce sont les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet qui sont en train de préparer déjà le terrain de ce qu'on appelle le FTTH. Fiber to the Home, c'est la fibre jusque chez les gens qui vous permettra de faire ce qu'on appelle le quadruple play. C'est-à-dire que vous avez votre boîtier chez vous, vous avez la télé, l'Internet, la téléphonie et la radio dans le même box. Donc c'est-à-dire que les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet sont en train de préparer donc le terrain pour amener la fibre dans les foyers. Nous, la SOGEB, la Société de gestion et d'exploitation du backbone national, notre mission essentielle, en fait, c'est de mettre à la disposition de tous les opérateurs de réseau, que ce soit un opérateur fixe, mobile ou des fournisseurs d'accès à Internet, une infrastructure mutualisée pour le transport de la voix, des données et de la vidéo, et ce, accessible sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que nous allons faire ce qu'on appelle de la vente en gros. Nous allons mettre la capacité à la disposition des opérateurs. Aujourd'hui, ils les achètent à votre niveau. Absolument. Et c'est pour cela que je parle de commercialisation. C'est cela, en effet. Fibre, oui. Donc nous, on va mettre, ils sont nos potentiels clients, donc ils viendront acheter de la capacité chez nous. Eux, par ricochet, vont mettre cette capacité à la disposition des utilisateurs finaux que nous sommes. Pourquoi? Parce que chaque Guinéen, nous n'allons pas chercher les 12 millions de Guinéens chez eux. Chaque Guinéen a aujourd'hui une carte SIM d'un opérateur de choix, d'un opérateur privilégié. Donc, une fois que l'opérateur a de la capacité, donc son réseau est décongestionné, il mettra cette capacité à la disposition des utilisateurs finaux que nous sommes. Donc, la SOGEB, nous ne ferons pas de la vente en détail, c'est-à-dire que parce que chaque Guinéen n'est pas un opérateur potentiel. Absolument. Voilà, donc il y a l'opérateur les sociétés de téléphonie, les entreprises, les FAI, les industries, enfin, les miniers, etc., etc. Une fois que pourquoi je mets l'accent sur l'opérateur? Parce qu'aujourd'hui, chaque Guinéen, au moins, a une carte SIM, ne serait-ce d'un opérateur de choix. Certains en ont 2, certains en ont 3, extra. Donc, une fois que nos opérateurs de réseau ont la capacité, ils mettront cette capacité à la disposition des utilisateurs finaux que nous sommes. En termes de retombées économiques, c'est vrai qu'on a contracté une dette, n'est-ce pas, pour ce projet qui s'élève, je ne sais pas combien de millions de dollars. À terme, ça pourrait permettre à la SOGEB d'effacer cette ardoise et maintenant de renflouer les caisses de l'État. Ces prévisions-là aussi sont en train d'être étudiées chez vous, ou on est toujours dans la phase d'abord d'établissement de cette fibre? Non, quand on parle de lancement commercial, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui notre business model est prêt, notre business plan est prêt, nos catalogues de services sont prêts, même nos catalogues de prix sont prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous savons combien vendre 1 giga à un opérateur par exemple, n'est-ce pas? Maintenant, quand on va mettre en exploitation donc, cette infrastructure, je vous ai dit en fait que nos potentiels clients sont les opérateurs et les FAI. C'est comme une autoroute à péage en fait. Vous venez, vous passez, vous avez un droit de passage. Donc vous payez un droit de passage à l'État et vous circulez. Vous faites circuler vos données, vos informations. Pour être beaucoup plus explicite, c'est comme si un opérateur XY
nous demande de lui transporter de la capacité, par exemple, de Conakry jusqu'à Mamou, à faire le Soret, parce qu'ils ont tous leur MSC, leur équipement sur la petite colline à Mamou. Donc nous allons ouvrir les vannes, les 20 gigas, il y a un prix, donc ils payent à l'État, et ça c'est dans les caisses de l'État en effet. Directement. Absolument. Voilà, pour terminer en gros justement, pour l'attente de ces populations, on va dire qu'une fois que cela sera opérationnel, peut-être avant fin 2019, tous les soucis liés en tout cas à la communication téléphonique ou à la connexion Internet peuvent être résorbés. Et en termes d'économie, ça pourrait donc rapporter notamment à la Guinée. Alors ça veut dire que les petits soucis que nous connaissons à ce moment ne pourraient finir que si cette fibre est rendue opérationnelle. En fait, M. Diallo, vous voyez, on a connu une mutation digitale quand même dans notre pays. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier à l'esprit. Nous venons de très loin. Juste un exemple. En 2011, le taux de pénétration de l'Internet en Guinée était de 0,4% de la population guinéenne. Ça représente à peu près 42 000 Guinéens. En moins de 10 ans, en 2018, le taux de pénétration est passé à 33%. Oui, et ceci... un chiffre que le président a balayé du revers de main la dernière fois là, au salon de... la semaine du numérique. De la semaine numérique, parce qu'il y a un chiffre que le ministre a donné, que le président a tout de suite contesté pour dire non. Non, le président n'a pas contesté. Attention, non. Comparativement j'étais dans la salle. À l'Afrique ou à la sous-région, on est encore derrière. Ce qu'a dit le président, c'est vrai. Le président a dit que nous étions en dessous de la moyenne mondiale à un moment. Voilà, attention. Je veux dire, c'est ce que je disais. Il y a des infrastructures structurantes qu'on aurait dû construire il y a 15 ans. Nous ne les avons pas construites. Mais pendant de 2011 à 2018, nous sommes passés de 0,4% à 33% sans ces infrastructures structurantes qu'on est en train de construire aujourd'hui. Le câble sous-marin qui a atterri en 2013, c'est ce qui a ouvert la fenêtre de la Guinée à la capacité internationale, à l'Internet. Donc, la capacité, elle est stockée quelque part à Kipé. Maintenant, il faut prendre cette capacité et la dispatcher sur toute l'étendue du territoire national, au fin fond du terroir. Donc, c'est ce que je disais. Nous, dans notre prévision, dans les 10 prochaines années, au pire des cas, on aura au moins 66%, si nous considérons des 0 à 33%. Mais nous pensons que dans les 10 ans à venir, nous allons atteindre un taux de pénétration de 80 à 90%. Parce que les infrastructures structurantes seront en place, c'est ce qui permettra justement de booster cette économie qui, je veux dire, les télécommunications, c'est un secteur stratégique, c'est un secteur qui est porteur de croissance. Donc il faut investir dans ces secteurs-là qui tireront d'autres secteurs. Grosso modo, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, dernier mot, dernier message, toujours dans le même sens, sur le même sujet, à l'endroit de nos téléspectateurs. Le même sujet, c'est déjà... C'est normal que la population soit exigeante. Encore une fois, nous sommes en train de travailler pour mettre en place des infrastructures structurantes. Une fois que les infrastructures sont en place, nous allons mettre l'accent sur les contenus. Grosso modo, nous voulons enrichir la vie des Guinéens à travers les technologies de l'information et de la communication. Ce qu'on veut faire, c'est de résorber la fracture numérique. Ce qu'on veut, c'est de faire la promotion d'une société de l'information. Ce qu'on veut, c'est une bonne cohésion sociale. Donc, le Guinéen, partout où tu te trouveras sur le territoire national, il faut que tu puisses profiter pleinement de ce potentiel que nous offre aujourd'hui le numérique. Nous sommes des commis de l'État, nous nous sommes mis à la tâche et je remercie ici donc le président de la République qui quand même a porté ce dossier jusqu'à la signature et aussi le ministre Oye qui sous qui ce projet a été signé, et le ministre Moustapha Mami Diaby qui est en train de mettre en place grosso modo l'exécution du projet. Merci beaucoup. Merci M. Mami, à très bientôt. Merci. À vous, merci de votre attention. C'est tout pour ce numéro de Café Débat. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.